L'heure est donc venue de parler d'information sur les sociétés, de savoir quelle est la meilleure façon de s'informer sur les sociétés avec nos prochains invités. Elle est chargée de mission à la direction des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers. Je vous demande d'applaudir Sylvie David. Et, ça y est, j'y suis allé trop vite, et il est secrétaire général de l'AFDIC, Aldo Sicurani. Voilà, et Olivier va gentiment aller me remettre la presse parce que visiblement, je n'ai pas le bouton pour aller en arrière. Ah si, c'est bon. Donc je reviens. Bonjour. Bonjour. Cindy, on commence avec vous. Quelle est la meilleure source pour s'informer sur les actions et les entreprises? De façon générale, la meilleure source pour s'informer sur les sociétés cotées, c'est l'information qui est publiée par les sociétés cotées elles-mêmes. Aujourd'hui, on sait que seuls 2 actionnaires sur 10 consultent le site internet des sociétés cotées ou lisent le rapport annuel. C'est des statistiques qu'on a obtenues suite à une étude avec Havas dont l'AMF était partenaire. Bougez pas. Qui consulte les sites des sociétés dans la salle régulièrement? Et les rapports annuels? Ok, donc on a donc une salle qui est un peu mieux que votre stat, mais pas bonne quand même. Voilà, a priori, normalement, si vous êtes conforme à l'étude, vous regardez essentiellement les forums spécialisés, les sites spécialisés, la presse économique et financière, mais peu, effectivement, les informations des sociétés cotées. Pourquoi ? Parce que je pense par manque de réflexe, par peur, parce que ça semble peut-être trop compliqué. Donc plutôt par méconnaissance à mon avis, et surtout par méconnaissance, par mauvais réflexe tout simplement. C'est un réflexe qui n'est pas encore pris par les actionnaires individuels aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc le bon réflexe, c'est d'aller vers l'information des sociétés cotées. Pourquoi c'est la meilleure? Parce que déjà, c'est la seule information dont la société est responsable. C'est la société cotée est responsable de l'information financière qu'elle publie et de celle qu'elle a insuffisamment protégée, c'est-à-dire des fuites parce qu'elle n'a pas assez contenu son information. Donc quelque part, à partir du moment où c'est l'information dont la société est responsable, cette information, elle est validée déjà au sein de la société. Elle engage les membres, les administrateurs, les membres des conseils d'administration. Je disais tout à l'heure que l'AMF était le gendarme du marché. Vous contrôlez, vous, cette information? Effectivement, la deuxième raison pour laquelle c'est l'information qu'on conseille de regarder de façon prioritaire, c'est qu'au-delà de la responsabilité des dirigeants, c'est l'information qui est également contrôlée en priorité par l'AMF. Alors, bien sûr, tous les communiqués de presse ne sont pas revus, mais un grand nombre de communiqués de presse sont revus, ce qui permet en fait d'assurer là encore la fiabilité de cette information financière. D'accord. Les obligations quotidiennes des sociétés aujourd'hui, c'est quoi précisément? Alors elles sont nombreuses en fait. Tout d'abord de fournir au marché des informations exactes, précises et sincères. Concrètement, on ne ment pas dans les communiqués de presse, on a une information qui est la plus complète possible. L'objectif, c'est de donner une information qui est suffisamment complète pour que les investisseurs puissent fonder leurs décisions d'investissement sur la base de ces informations. Le second point, c'est d'informer régulièrement le marché, c'est-à-dire qu'il y a les communiqués de presse de résultats, les communiqués de presse donc annuels, semestriels, la publication des rapports financiers. Et puis, au-delà de ces communications, on va dire périodiques, il y a toutes les communications que la société fait en dehors de son agenda, en dehors de son calendrier, notamment quand il y a un événement important. Ces communiqués-là, vous ne les trouvez pas dans les agendas et ils sont vraiment liés à, par exemple, un contrat, un nouveau contrat, un événement qui n'était pas prévu et qui pourrait avoir une incidence sur le cours. Dès qu'on a un événement qui peut avoir une incidence sur le cours significative, que ça peut faire varier le cours à la hausse ou à la baisse, la société est tenue de communiquer les informations au marché dans des délais les plus rapides possibles. On est d'accord que la volatilité de l'information est bien moindre que la volatilité des cours, c'est-à-dire qu'il y a il y a plein de mouvements de cours qui ne se justifient absolument pas par des informations de la société.
Alors effectivement, mais alors là, ça peut être lié au fait que, par exemple, il y a des rumeurs qui peuvent être infondées, par exemple. Donc là, pour le coup, c'est exactement le type de situation dans lesquelles une information qui n'émane pas de la société va faire bouger un cours à la hausse ou à la baisse, générer en fait des variations qui ne s'expliquent par aucune information précise qui émanant de la société. Il y a aussi une information qui va concerner une autre société du même secteur. Qui peut avoir un impact. Alors, dans les règles qui existent, il faut informer tout le monde en même temps. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir des investisseurs institutionnels ne peuvent pas avoir de l'information avant les clients particuliers? Effectivement, le principe, c'est que toute l'information doit être donnée à tous les acteurs en même temps. Comment? Par le biais des communiqués de presse. Après, effectivement, les investisseurs rencontrent les sociétés cotées et ils ont des précisions sur des informations. Mais toutes les informations significatives doivent être données à titre égal à tous les acteurs du marché. Et la façon de le faire, c'est les communiqués de presse. Pour ça que, là encore, je peux que vous enjoindre de vous abonner aux communiqués de presse des sociétés cotées pour être vraiment tenu informé dans les bons délais. Cindy, question pédagogique. Il y a un terme, ça s'appelle la quiet period. Ça va nous concerner un tout petit peu aujourd'hui. La quiet period, c'est quoi? La quiet period, c'est une période pendant laquelle les dirigeants de la société, les salariés de la société de façon générale ne peut pas communiquer, sauf événement majeur, parce qu'on est dans une période de préparation des comptes. Donc c'est des périodes qui sont relativement touchy en termes de, excusez-moi pour cet anglicisme, en termes d'information, parce que certaines informations existent dans la société, mais ne sont pas fiabilisées et n'ont pas été rendues publiques. C'est pour ça que les salariés, la société n'ont pas le droit de donner des informations au marché à ces moments-là. Ok, précision importante et c'est pour ça que je posais la question. Orange, on retrouvera tout à l'heure Bertrand de Ronchen. Orange est en quiet période puisque ses résultats seront publiés prochainement. Donc nous parlerons avec Orange de ses résultats sur les 9 premiers mois de l'année, mais Bertrand de Ronchen n'a pas le droit de parler des résultats de l'année complète, s'il les a ou s'il les a pas. Je ne lui ai même pas posé la question de savoir s'il les avait du coup. Aldo. Il n'a même pas le droit d'y penser d'ailleurs. On parle de la presse, on a deux passions communes, la presse et les marchés. La presse financière, c'est un outil pour s'informer. Indispensable, d'autant plus qu'il n'y a plus que 2 titres aujourd'hui, il n'y a pas une véritable concurrence, on est dans un oligopole, un duopole. Alors là, j'avais mis d'ailleurs plus de slides parce que j'ai même mis la presse économique, la presse un peu plus générale. Oui, non, là je parle, moi, celle qu'on connaît bien, particulièrement bien, toi et moi, c'est la presse patrimoniale qui donne des conseils. Je ne parle pas évidemment des Échos, des pages saumon du Figaro. Alors, question par rapport à ça. Comment on fait quand on est un épargnant et qu'on se trouve face à aller investir ou le revenu, où toutes les semaines, on n'a pas un conseil, on en a 40. D'abord, on regarde en priorité les valeurs qu'on a en portefeuille, s'il y a des conseils dessus. Puis dans la presse économique, dans la presse patrimoniale, dans un journal, il y a 2 parties. Il y a le conseil lui-même, mais il y a tout ce qui va amener à l'élaboration de ce conseil, c'est-à-dire l'article, la recherche, le fond, et ça, il faut le lire. Il faut le lire, et c'est très important de le lire parce que Cindy a parlé d'aller à la source, et elle a parfaitement raison, mais ensuite, il faut cette source, si on en tire un certain nombre d'enseignements et un certain raisonnement, et puis on peut aller le confronter avec ce qu'un journaliste que l'on connaît et dont on apprécie la capacité d'analyse en pense, et après on prend sa décision sur la base des différents conseils qu'on a pu lire, et qui sont souvent contradictoires d'ailleurs. Franchement, d'expérience, est-ce que les lecteurs lisent la presse financière pour avoir de l'information ou bien pour avoir un conseil qui les conforte dans ce qu'ils pensent? Je m'explique. J'ai le sentiment souvent que l'une des raisons pour lesquelles les particuliers ont du mal à aller en bourse, c'est que quand on veut aller en bourse, quand on veut sélectionner des titres, on se retrouve souvent tout seul chez soi, et que prendre une décision où on peut perdre de l'argent en étant tout seul, c'est pas quelque chose de facile. Donc est-ce que finalement la solution de facilité, c'est pas de se dire bon allez, je crois à telle boîte mais j'ose pas y aller, si investir, mieux vivre, le revenu ou le particulier finit par dire la même chose que moi, allez c'est bon, je vais pouvoir y aller.
Oh, je ne sais pas si les choses se passent comme ça. Je crois que les gens, les investisseurs lisent la presse économique déjà pour trouver des idées. Parce que il y a énormément de... On a un peu tendance à cristalliser son portefeuille, c'est-à-dire qu'il se fige un peu, c'est toujours les mêmes valeurs que l'on va voir, et on a eu une bonne idée, ça a bien marché, et puis au bout d'un moment, on se rend bien compte que l'idée n'est plus si bonne et qu'il faudrait trouver autre chose. Donc c'est là où la presse financière joue un rôle crucial, parce que finalement, elle digère un peu toutes ces informations dont parlait Cindy, parce qu'il y a l'information à la source, les évangiles, c'est-à-dire les écrits produits par les sociétés, et puis il y a aussi les apôtres, les analystes, qui eux donnent des avis que l'on retrouve sur les différents sites d'information. Et puis nous, face à ça, on est un peu démunis, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire on a coutume de dire qu'on a beaucoup plus d'informations que pouvait avoir un professionnel il y a 20 ans. C'est d'une certaine manière, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction, parce qu'on en a trop finalement. Et donc, c'est là où la presse joue un rôle important. Et c'est pour ça qu'il est utile d'être abonné à un journal et de le connaître, de savoir décrypter aussi ce qu'elle peut écrire, parce que les journalistes aussi ont des dadas et parfois peuvent persévérer dans l'erreur. Donc c'est pas, l'art n'est pas facile. Mais je pense que le premier objectif, c'est de trouver des idées. Ok, on a vu que la première des solutions, c'était le fait d'aller à la source, d'aller à la rencontre des sociétés. Là, on vient de discuter, je ne pouvais pas faire avec Aldo un sujet sans parler de nos confrères. D'ailleurs, on en retrouvera tout à l'heure ce soir à 19h, je ne sais pas d'ailleurs si c'est 19h ou 19h15 sur des recommandations boursières. Allez, j'ai envie de vous lancer tous les deux. Je commence avec vous, Cindy, sur un sujet. Vous m'avez dit tout à l'heure, les gens ils vont chercher l'information. Ils vont chercher de l'information, notamment sur les forums. Alors, les forums, est-ce qu'il faut être pour ou est-ce qu'il faut être contre ? Alors, en bonne normande, je ne vais pas répondre à cette question. En fait, on ne peut pas vraiment être pour, on ne peut pas vraiment être contre. C'est une source d'information qui est utilisée aujourd'hui par les particuliers. Donc le seul message qu'on peut adresser, et que moi, en tant que collaboratrice de l'autorité des marchés financiers, je peux vous adresser aujourd'hui, c'est qu'il faut se méfier des forums. Concrètement, quand il y a un post sur un forum, vous ne savez pas qui est derrière, vous ne savez pas si son intérêt c'est d'acheter, de vendre des titres, est-ce qu'il est en train de faire une manipulation de cours et de vous embarquer avec lui. Concrètement, tout ça, vous ne le savez pas. Aldo ? Je dirais que les forums sont un peu à l'image de la Bourse de Paris, c'est-à-dire qu'ils manquent de profondeur et de sophistication. C'est un peu dur ce que je dis, mais on le voit bien dans les dans les commentaires qui sont faits. Si vous allez sur des forums, sur des sites américains ou britanniques, mais surtout américains, vous allez voir que les gens ne se contentent pas de faire des affirmations, ils les argumentent. Or, quand vous allez sur les forums de Boursorama, ça relève plus du défouloir que de l'argumentation. Alors là-dedans, il y a des choses intéressantes, mais il faut être très très habitué au forum et y passer beaucoup de temps pour savoir à bon escient séparer le bon grain de l'ivraie. Vous avez déjà attrapé des gens sur des manipulations de cours sur des forums à l'AMF ? Alors, pas sur des manipulations cours, mais il y a eu effectivement une décision de sanction fin 2013 concernant des blogueurs, donc on n'est pas sur des forums, mais pour diffusion de fausses informations, parce que bien sûr, il est peut-être utile de le rappeler, mais je l'espère pas, la diffusion de fausses informations est vraiment prohibée. Et donc, effectivement, on avait eu une décision de la commission des sanctions sur 2 blogueurs qui avaient diffusé sur une valeur des informations fausses. Ok, pour info, on va lancer des forums, nous, puisque voilà. On va lancer des forums qui seront très atypiques dans le cadre du lancement du site. Notamment, on va lancer un forum mensuel où on traitera un thème sur un mois, où on débattra sur ce thème-là. Et en fin de mois, on
décidera de voter pour dire si on investit ou si on n'investit pas sur ce thème-là, et la boîte sur laquelle on investit, c'est un peu créer un peu une sorte de portefeuille de la collectivité, et naturellement vous serez invité à intervenir et à apporter des informations puisque vous avez des portefeuilles étoffés, donc vous avez de l'expérience et vous pouvez donc expliquer des choses à des gens qui rentrent. Et pour rebondir sur ce que disait Aldo, nous sommes effectivement beaucoup plus proches d'un point de vue conceptuel de ce qui se passe aux États-Unis. C'est peut-être pas tout à fait par hasard si cette manifestation aujourd'hui Marché gagnant est sous-titrée le rendez-vous pro des investisseurs particuliers. Aldo, on reste ensemble. Question très pratico-pratique. Est-ce qu'on peut acheter un titre sans le connaître de longue date? C'est-à-dire de dire, voilà, on m'a parlé de telle boîte, je la regarde un peu, et puis après, pouf, j'y vais. Oui, on peut. Parce que c'est bien. Est-ce qu'on doit le faire? Moi, je suis très embarrassé pour répondre à cette question, parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, je m'en suis pas trop mal tiré. Il faut quand même faire un petit peu de travail de recherche, un petit peu de travail fondamental, il n'y a pas de doute. Mais d'abord, par définition, si vous participez à l'introduction en bourse, le titre, vous ne le connaissez pas de longue date. Donc, si j'avais répondu non à ta question, ça veut dire qu'il ne faut pas participer aux introductions en bourse. Bon, c'est vrai que les expériences du premier semestre n'ont pas été mirobolantes, mais il y a eu quand même beaucoup d'intros qui sont bien passées. Ok. Est-ce que... combien de temps ça prend de s'informer ? C'est un job à temps plein ou Non, c'est pas un job à temps plein, mais bon, je crois que les repères que tu as donnés tout à l'heure étaient les bons, c'est-à-dire que quand on a entre 10 et 15 valeurs et que on a l'habitude de connaître, enfin on suit un peu ces boîtes, on a l'habitude, on regarde les cours, les évolutions de cours, on peut y passer, je sais pas, je dirais entre une ou deux heures le week-end, c'est largement suffisant. Ok. Enfin, il me semble. Est-ce qu'on peut profiter d'innovations technologiques, genre pour se simplifier la vie, genre je vais me mettre des alertes en me disant je m'intéresse à telle boîte, je vais mettre une alerte sur Google, plutôt que de me contraindre à me dire tiens, je vais aller voir sur le site de la boîte pour savoir si s'est passé quelque chose, pour avoir un flux qui arrive directement. Absolument, ça il faut le faire maintenant, c'est fondamental. Les alertes Google sont très très bien, puisque ça vous évite de vous abonner à tout, comme disait Cindy tout à l'heure, à tous les sites des sociétés que vous avez en portefeuille. Vous pouvez, parce que si vous abonnez sur un site de société, vous allez avoir les communiqués de presse, mais les alertes Google vont vous donner beaucoup plus de choses. Sur le site de la Fédération des investisseurs individuels, si vous ouvrez un portefeuille virtuel, vous avez une option, je crois qu'on est les seuls à le faire, en tout cas si vous n'êtes pas client d'un courtier en ligne, vous pouvez mettre une alerte sur cours. Donc vous voulez acheter Orange, si ça tombe à 13 €, vous pouvez mettre 13 € et vous allez recevoir sur votre adresse email une alerte quand le cours aura atteint, quand Orange aura atteint ce cours-là. Et si vous voulez vendre quand ça sera à 19, vous pouvez faire pareil. Cindy, est-ce qu'il faut quand même globalement qu'on essaie tous, collectivement, sur la place, de s'améliorer pour rendre l'information plus accessible, plus compréhensible, plus vivante ? Alors, c'est une question un peu, là encore, pour une réponse de Normande. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont déjà fait des gros efforts en termes de pédagogie, qui organisent des webconférences pour mieux comprendre la bourse, qui organisent des événements, des réunions d'actionnaires. Nous, on produit du contenu, effectivement, pour les actionnaires. On fait des vidéos, on a notre site internet. Sur notre site internet, vous avez une rubrique qui est dédiée aux épargnants. Donc oui, effectivement, il faut de la pédagogie. Vous pouvez effectivement aller voir les sociétés cotées, vous informer, et quand vous avez un doute, quand vous avez une question, vous pouvez appeler l'autorité des marchés financiers. On a un service, Épargne Info Service, qui répond aux questions des particuliers, mais aussi de professionnels. C'est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Alors, pas de conseils sur cet appel. On ne vous dira pas d'investir sur telle ou telle valeur.
valeur. En revanche, on peut vous aider à vous donner de l'information, vous indiquer où chercher une information, vous donner des liens, de façon à ce que vous puissiez bien investir et investir en toute connaissance de cause. Bien. Ce qu'il faut dire aussi, Cindy, si vous permettez, qu'investir en bourse, c'est effectivement investir sur des actions, mais c'est aussi passer par les intermédiaires. Et sur le site de l'AMF, vous avez une rubrique qui alerte des intermédiaires qu'il vaut mieux éviter. Effectivement, donc là pour le coup c'est pas pour les actions on va dire classiques, mais vous avez sans doute entendu parler de tous ces sites de forex qui vous permettent de devenir milliardaire en 15 minutes sans risque. Bien sûr, il n'y a pas de rendement élevé sans risque, donc on ne peut que vous alerter sur les dangers de ce type de discours. Et quand vous êtes tenté d'investir sur ce type de produit, vérifiez avant tout que le prestataire par lequel vous allez passer vos ordres est effectivement régulé. On a une plateforme qui s'appelle Regafi, R-E-G-A-F-I, sur laquelle vous pouvez vérifier si le prestataire est habilité ou pas. Et si vous ne trouvez pas l'information, vous pouvez nous appeler et consulter également nos listes noires sur laquelle on liste tout simplement les prestataires non habilités que l'on a observés. Et donc on ne peut pas être sûr à un instant T de l'exhaustivité de la liste. Cindy David et Aldo Sicurani, on vous applaudit.